Ici, il fait bon, il fait soleil. À Moscou, il faisait plein de soleil, c'était super. Vraiment, c'était chouette. Et on y va, on commence. Alors, comme tu sais, on est fait essentiellement d'eau. Si 70% de notre masse c'est de l'eau, mais en fait, 99,99999% de nos molécules c'est de l'eau. Et en deuxième quantité après l'eau, c'est les ions. Et si le foie est notre cerveau métabolique, eh bien nos reins, ben, c'est vraiment notre cerveau ionique. Et la vie se maintient essentiellement parce qu'on parvient à faire circuler les ions dans l'eau. C'est vraiment donc un organe vital, enfin des organes vitaux. Alors normalement on a deux reins, mais j'ai rencontré quelqu'un, c'était même un de mes élèves en fait, qui avait trois reins. Donc en fait on peut avoir plusieurs reins, un, un rein, deux reins, trois reins, tant que ça marche, tant que ça fait. Non, hmm. En fait c'est un schéma que je t'avais déjà montré. On va revenir dessus. Non, je reviendrai plus tard dessus. C'est en fait si on calcule le nombre de molécules, si on calcule le volume et le poids, par exemple en eau on a à peu près 70% d'eau. Mais si on calcule en nombre de molécules, bah la plupart de nos molécules c'est de l'eau. 99% et quelques. Et puis directement en deuxième position viennent les ions, c'est-à-dire le sodium, potassium, chlore, magnésium, tout ça, calcium. Et ensuite, très loin derrière, en quantité, viennent les acides aminés, les protéines et tout ça. Hum, Les acides gras. Et donc, c'est vraiment, on est composé essentiellement d'eau et d'ions, en fait, en termes de quantité de molécules. Et la logique pour maintenir la vie en vie, c'est de bien faire circuler, de bien faire circuler l'eau et les ions. Bien les séparer, les faire circuler, etc. Ça repose là-dessus. C'est une façon de voir qui permet de pointer l'importance, vraiment très importante, la grande importance des reins. Autant le foie, c'est un peu le cerveau métabolique, ça, il y a plus de 500 chemins réactionnels qu'on a identifiés dans le foie. Donc autant le foie, c'est notre cerveau métabolique, donc pour les réactions biochimiques, autant les reins, c'est notre cerveau de la régulation du flux ionique. Pour savoir combien on a d'eau à l'intérieur, d'eau à l'extérieur, combien on a de sel, si on a trop de sodium, pas assez de potassium. C'est vraiment le rein qui gère tout ça, et très bien. Euh, en fait, tous les jours, dans notre circulation sanguine, on a beau avoir 6 litres de sang, 5-6 litres de sang, sortent de notre système circulatoire dans les reins. En gros, je mange un chocolat. Pardon, je le termine. Hmm. Chaque jour, notre système circulatoire est complètement filtré de nombreuses fois par les reins. Pour te donner un ordre de grandeur, de notre sang sortent à peu près 180 litres de plasma chaque jour et qui vont sortir et re-rentrer. Donc tout notre sang sort complètement entre 100, 140 et 180 litres, ça va dépendre. Mais donc tout notre sang est filtré entièrement par les reins tous les jours. Il y a une très grande quantité, donc de nombreuses fois, ça doit faire 30 fois notre volume sanguin qui sort du système circulatoire et qui retourne dans le système circulatoire par du fait des reins, en fait. Alors si on regarde un peu l'anatomie, on voit ici l'aorte, la veine cave, on voit ici le rein gauche, le rein droit, on voit ici la glande surrénale, ici, comme des espèces de petits chapeaux comme ça, au-dessus des reins.
Alors, normalement, on a deux reins. Normalement, ils ont plus ou moins la même taille, mais c'est très variable parce que d'un individu à l'autre. Et il y a des gens qui ont plusieurs reins, en fait, qui ont trois reins. J'en ai connu un gars. Et ouais, moi aussi, j'étais étonné parce que je donne mon cours. Ouais, tout le monde a deux reins, le rein gauche, le rein droit, puis il commence à rigoler, le gars. Il dit oui, où je mets mon troisième rein? Donc, ouais, oui, ça fait partie des choses qui arrivent durant l'embryogenèse, quoi. Mais en fait, ouais, peut-être. Je connais pas la fréquence, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est encore une fois, on voit ici le processus embryologique où une cellule, puis un groupe de cellules décide de faire aussi un rein. Alors toi, tu fais un rein, et pourquoi même pas? Moi aussi, je fais un rein. Et alors, tout d'un coup, ben, ils font tous les deux un rein, et ça se connecte comme il faut, et ça fonctionne. Ça rejoint les expériences de Michael Levin, sont moins drôles, évidemment. Il fait pousser un œil dans l'estomac d'une grenouille et l'œil se connecte neuronalement au cerveau comme un troisième œil, quoi. Donc, il y a des tas de choses absolument incroyables dans l'embryogenèse. Comment ça fonctionne. Il fait le même boulot, il fait la même chose. Non, non, il fait le même job, il fait son taf. Mais non, en fait, le type, c'est un ami, hein, donc je peux pas dire son nom, mais il est tout à fait normal, absolument normal. Rien à déclarer, voilà. Bon, ah, si t'as deux cœurs, ah ben oui, c'est, voilà, c'est ça. Donc oui, bon, voilà, donc le gars a l'air tout à fait normal, pas plus énergétique qu'une autre personne. Alors bon, on a donc l'ureter ici. On a deux uretères qui arrivent à la vessie et qui se déversent dans l'urètre. Alors ne pas confondre l'ureter avec l'urètre. Et puis, on va voir un petit peu plus en détail à quoi il ressemble ce rein. Ah, la vanne. Vanne cave, et ça c'est la horte. Sterhorte. Oui. La rouge c'est la horte, la bleue c'est la vanne cave. La vanne cave. La veine. Ouais, c'est marqué ici. Oui. Non, c'est dans les notes, hein, que... Alors, mais c'est toujours très bien de se prendre en selfie avec les reins, avec un schéma anatomique. Comme ça, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux. Regardez, ça peut être très bien. Alors, voilà donc, je passe à la suite. Si on regarde dedans, voilà. Alors, tu vois, on dirait presque, on dirait presque les rognons qu'on fait, les rognons qu'on fait, qu'on achète les rognons chez le boucher. Et on a une partie corticale ici, et puis on a une partie médulaire, avec vraiment des faisceaux de cônes qui pointent vers le centre. Et puis en fait, cette partie médulaire va déverser l'urine ici, dans l'urtère, par les canaux qu'on voit ici. Voilà. Et puis ça va loin.
C'est un rein, oui. L'artère rénale, la veine rénale ici. Voilà. Et on dirait un fœtus. Alors, si on regarde un peu plus en détail, voilà comment ça se présente. Tu vois, on a en fait ici l'artère rénale qui va irriguer toute la médulaire. Et puis on a la veine rénale où va repartir le sang. Et on a des lobes comme ça. Chaque fois, on a des espèces de cônes qui pointent et qui vont déverser l'urine en fait dans les calices rénaux. Tu vois, c'est des calices, hop, 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 hop. Ça va aller dans l'urètre. Et donc ici, on a la zone corticale ici et la zone médulaire. Et puis ici, on dirait des pyramides en fait. On appelle ça les pyramides de Malpighi. Et là, on a la capsule fibreuse du rein. Quand tu regardes en rognon chez le boucher, c'est vraiment une capsule, c'est très c'est solide comme ça, hein. Et ici, on a ça croque sous les dents. Et ça dépend comment on cuisine. Et ici, on a donc les pyramides de Malpighi. Et si on regarde plus en détail, parce qu'on est curieux, parce qu'on est très curieux, on peut se dire, bah tiens, oui, mais plus, oui, mais encore. Ah. Et dans les voilà, tu vois, si tu regardes le pyramide de Malpighi ici, tu vois qu'en fait, là-dedans, il y a toutes sortes de tubes. Alors, il y a ici une espèce d'ampoule collectrice, et puis on va circuler, on va descendre, on va remonter, faire des petits zigzags, et on va redescendre. Et ça s'appelle un tube de Malpighi. Tu vois, donc dans le, dans la pyramide de Malpighi, il y a des milliers et des milliers et des milliers de tubes de Malpighi. Ils sont organisés sur un tubule collector. Tu vois, tu as un tubule collector et puis tout autour, tu as des tas de tubes de Malpighi. Et ces tubes de Malpighi, ils vont prendre le sang ici. Donc tout le sang va sortir par ici. Pas les globules rouges, hein, mais le plasma, il va sortir. Toutes les petites molécules, tout ça, ça va sortir. Les grosses molécules passent pas. Et ça va donc aller ici. Puis ça va faire ça, puis ça va faire ça, puis ça c'est la partie qu'on appelle le tube contourné proximal, parce qu'il est à proximité. Et puis on descend. On descend. On peut descendre un peu, on peut descendre très profond. Ça s'appelle la anse de Henley. La anse de Henley. Et puis on remonte, et on arrive de nouveau dans une partie qu'on appelle le tube contourné distal, parce qu'il est distant. Là, c'est proximal parce qu'il est à proximité. Là, c'est distal parce qu'il est distant. Et on va déverser l'urine ici. Alors évidemment, si on filtre 180 litres de sang par jour, on a intérêt à garder notre sang parce que sinon, on va tout pisser et puis ça va pas. Donc, il faut pisser un minimum. Et ça se passe ici. Et donc, c'est cet élément fonctionnel qui assure l'élaboration ça s'appelle un néphron, en fait. Oups, pardon. Oups. Bon, il veut plus s'ouvrir. On a déjà vu ça. C'est pas grave. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça s'appelle le néphron. Mhm. Toute cette unité-là. Et en fait, il y a d'abord ce qu'on appelle le glomérule ou le corpuscule rénal ici. Le sang il circule ici et directement, il va directement passer automatiquement.
Euh, voilà, on a donc ceci. On descend encore plus dans le détail. Hein, on fait dans le détail de plus en plus profond, hein. Mais on s'accroche. Alors, tu vois, en fait, c'est très vascularisé, quoi. En fait, ici, il y a les artères qui se subdivisent en artérioles, hein. Et là, ça rentre dans le glomérule. Et là, le sang, il va diffuser automatiquement parce que, par diffusion, c'est la même osmolalité, il y a le même niveau d'osmolalité, ça va diffuser comme ça, tranquille. Et en fait, le sang va diffuser là, et il va être récupéré ici. Regarde comme c'est bien foutu. Il va être récupéré ici. Donc, il part par là, le sang. Mais tout autour, il va être récupéré, tu vois. Donc, ça va dans les tubes ici. Le tube proximal. Puis ça descend dans la anse de Henle. Puis ça remonte. Puis ça va dans le tube distal. Et puis ça file dans le tube collector. Mais tout ça, c'est abondamment irrigué. Et donc tout le sang qu'on perd ici, on le récupère ici. Tu vois? Je te prête 100 balles, mais je récupère 99. Tu vois? C'est, là, je te donne 100, mais je te reprends 99, donc en fait, je perds que 1, tu vois? C'est un peu ça, quoi. Il est malin. Voilà. Tu vois, le sang, il part ici, tu vois? Donc il est perdu, ton sang. Tu perds ton sang. Ouvre plusieurs fois ton sang par jour, une trentaine de fois tout ton volume sanguin chaque jour. Donc tu as intérêt à le récupérer et tout de suite. Donc c'est comme si tu jetais ton argent de tes poches et tout d'un coup il faut que tu aies un seau pour récupérer ton argent, quoi, parce que sinon t'as plus d'argent. Ben là ici tu perds ton sang et tout autour t'as mis un treillis, véritablement un treillis de petites vannes, de petites vannes qui vont récupérer le sang, enfin le plasma plus exactement, que tu as perdu ici va être récupéré autour ici. Et on va regarder ce mécanisme dans le détail. Parce que c'est vraiment le mécanisme de nettoyage du sang et d'élimination de beaucoup de toxines et aussi de gestion de l'équilibre ionique, c'est-à-dire de combien on a de potassium, de calcium, et tout ça, le sodium. Parce qu'en fait, donc, première chose, là, on va regarder un petit peu ici. Ouais, ça c'est histologiquement à quoi ça ressemble. Hein, si tu fais une dissection et tu regardes au microscope, bah, tu vois ici un glomérule, tu vois la capsule glomérulaire, tu vois ici les veines, l'artère, et tu vois qu'effectivement, bah, il y a un échange ici. Donc en fait, on a ici ce qu'on voit. On voit ici le capillaire sanguin qui passe, ici les capillaires sanguins. Tchac, tchac. Tu vois, ils sont tout petits les capillaires sanguins. Et le sang va passer ici. Enfin, le plasma, il va vraiment diffuser ici. Et là, on a le début du tube de Malpighi. Là, c'est probablement le tube collector, voilà. Donc là, c'est vraiment l'artère avec toutes les petites artérioles ici. Et ici, on a la capsule. Et c'est ce qu'on voit ici. Et là, si on regarde encore plus dans le détail, soyons fous, regardons ça. Tu vois, vraiment, les petites artérioles, elles sont minuscules. Tu vois? C'est parfois même une seule cellule qui fait le tour. Et ça reste un mystère au niveau de... Parce que quand on parle de veines et de vaisseaux, on va parler d'endothélium, c'est des cellules qui tapissent l'endothélium, donc elles sont voisines les unes aux autres, elles se tiennent par des jonctions, euh, comme on a vu au premier chapitre sur les différents types de jonctions, hein, entre les cellules épithéliales. Mais là,
Oh, on a affaire à une seule cellule qui fait le tour du vaisseau. Ça, c'est pas commun. Donc, c'est la cellule qui se communique avec elle-même. Et puis, là, ben, le plasma, il va passer, il va rentrer ici. Voilà. Ça, si tu regardes vraiment au cœur de ce qui se passe ici et au cœur de ce qui se passe ici, hein, dans le glomérule ici. Ok. Comme ça, on a zoomé, quoi. On n'a pas eu peur de descendre en profondeur dans le détail. Et c'est bien. Et maintenant, on va regarder, bon, ok, mais comment ça se fait que ça passe? Est-ce que ça coûte est-ce qu'il faut payer de l'ATP pour que ça passe? Est-ce qu'il faut dépenser de l'énergie? Eh bien non, la filtration est un processus passif, donc il ne coûte pas d'énergie. Donc ça c'est bien, parce que si on devait dépenser de l'énergie, on serait tout le temps fatigué, tu vois? Et c'est un processus unidirectionnel, passif, non sélectif, à travers lesquels les solutés du plasma sont poussées à travers la membrane de filtration. Donc on a une membrane de filtration et on a le filtrat qui va directement dans les tubes de Malpighi. Alors, ce qui ne passe pas, c'est un processus qui ne demande pas d'énergie. On parle d'ultrafiltration, car il a lieu à travers une membrane semi-perméable. Mais cette membrane retient les globules rouges, ouf, les plaquettes, ouf, les grosses protéines, ouf, comme l'albumine et tout ça. Mais elle laisse passer l'eau et les substances dissoutes dans le plasma sanguin. Et en fait, c'est un passage parce que c'est plus concentré ici que là. Donc ça file par là. Hein, c'est un passage par gradient de concentration. Et hum, voilà, qu'est-ce que ça nous raconte, tu vois? Donc en fait, le sang, il part par ici. Tu vois, je dis pas une bêtise, hein. 100% de, ça fait 180 litres. C'est énorme. Je parviens même pas à me représenter parce que vu que j'ai 5 à 6 litres de sang, 180 litres, ça fait un sacré paquet. Et donc ça part complètement. Salut, je perds mon sang. Et hop, je vais le réabsorber ici, je vais le réabsorber ici, je vais le réabsorber. Partout, je le réabsorbe, je réabsorbe, je réabsorbe, je réabsorbe. Et finalement, je pisse très rarement 1 litre, 1%. Donc en fait, 100% qui fuite, je récupère 99% et je laisse fuiter 1% d'une urine bien concentrée, bien préparée, qui ne laisse pas, qui ne contient pas n'importe quoi. Et en fait, dans l'urine, il y a de l'urée. L'urée. Et en fait, ça vient parce qu'en fait, dans nos protéines, comme tu le sais, il y a beaucoup de NH4, puisque c'est fait avec des polypeptides d'acides aminés. Alors, je ne résiste pas au plaisir de faire un petit saut en arrière. Tu me connais, parce, parce que, comme ça, hein, on serait bien de quoi on parle. Alors, c'est acide aminé. Et tu te souviens que les acides aminés, bon, alors ils sont où les acides aminés? Acides aminés. Voilà. Les acides aminés sont là. Tu vois, tu te souviens qu'ils contiennent de l'azote. NH3, tu vois? Donc, ils contiennent tous de l'azote, plein d'azote. Parce que amine, ça vient pas de Idi Amin Dada qui mangeait les enfants, ce qu'on racontait dans la presse. Il faut croire tout ce qu'on dit, hein. Mais ça vient que amine, un groupement amine, c'est un groupement avec de l'azote. C'est pour ça qu'on appelle ça des acides aminés. Et donc, amine, ça veut dire azote. Je ne sais pas dans quelle langue. Je suppose que ça va être du grec. Enfin, je ne sais pas. Et donc, c'est lorsqu'on détruit les protéines, le catabolisme, le processus de produit, de défaire, en fait, les acides aminés, tout ça, ça va produire de l'azote.
En plus, dans les acides nucléiques, il y a aussi beaucoup d'azote, hein, tu vois, N, il y a pas mal d'azote. Ça, cet azote, il va finir sa route sous forme de, de NH4. Il va finir sa route sous forme de NH4, mais le problème, c'est que le NH4, c'est de l'ammoniac en fait. Et l'ammoniac, c'est très très mauvais pour le cerveau. En fait, dès qu'on a un peu d'ammoniac, on peut tout de suite tomber dans le coma. C'est pour ça qu'il faut minimiser au maximum l'ammoniac qui est produit lorsqu'on libère de l'azote. Et pour, euh, pour cela, on a un cycle qui se trouve dans les cellules, tu vois, on a un cycle qui est le cycle de l'urée. On va prendre l'ammoniac et on va le mettre dans une série de réactions qui vont finir par produire de l'urée. Alors je te passe les détails de, de ce cycle, mais en fait on passe par l'ornitrine, la citrulline, l'aspartate, l'arginosuccinate, le fumarate, l'arginine et l'ornithine. Et donc on va ici consommer de l'eau pour produire de l'urée. Alors de l'urée, hein, c'est le processus qui consiste à produire cette molécule-là, qui est neutre. Et comme c'est une molécule neutre, elle, elle met pas, elle fait pas, elle a pas cet effet absolument terrible euh, qui provoque la mort cérébrale tout de suite en quelques minutes. Hein. Dès que tu as un peu trop d'azote de NH4, tu peux, euh, tu peux tomber dans le coma en fait. Et grâce à la formation de cette substance qu'on appelle l'urée, eh bien, euh, dont on a ici un autre détail, une autre vue sur les cycles. Tu vois ici dans le foie. Alors on est dans les mitochondries du foie. On va produire du NH3, du carbonate, du NH3. Donc là on produit du NH3, du NH4, ammonium très très dangereux. L'ammonium est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans le cerveau, il, euh, il agit. Ouais, là en fait ça explique que pourquoi il faut pas avoir trop d'ammonium, le NH4, l'ammoniac. Parce que l'ammoniac, dès qu'il est dans le cerveau, il provoque, par ce mécanisme ici, en passant par les astrocytes, il provoque le coma. Et donc, pour qu'il n'y ait pas assez de NH, pour qu'il y ait moins de NH4 ici, il faut le chourer ici. Et on a ici, en fait, on a ce cycle-là qui produit l'urée, et l'urée qui va se retrouver dans le sang. Uréa. Uréa. Je vais t'écrire ça. Tac, je t'écris ça tout de suite. Donc on a en fait, on peut pas avoir de. Donc le NH4, c'est très mauvais. C'est très mal. C'est très mal. Euh, pour le cerveau, parce que ça donne ça fait tomber dans le coma tout de suite. Donc, heureusement, on a le cycle de l'urée dans le foie essentiellement, qui va produire, au lieu, ça va prendre les molécules d'azote et les utiliser pour faire de l'urée. Et l'urée est une molécule plus stable, plus neutre. Ok? Et l'urée, l'urée, elle va donc être éliminée par les reins. Ça va? Donc c'est le chemin en général. Et donc, mais tranquillo. Alors on va voir ça euh, plus en détail.
Et donc ça, c'est la molécule d'urée, ici, qui est neutre, en fait, qui ne présente pas ces dangers-là. Par contre, elle a un grand potentiel osmotique. Parce qu'elle a du O ici, elle a du NH2, NH2. Ça va, ça va donner un grand potentiel. Ça participe à l'osmolalité. On se souvient ce que c'est que l'osmose. Sinon, je vais revenir par l'osmose. Je crois que ça vaut le coup. Alors, on va revenir à l'osmose. Je retourne à la cellule. C'est pas du temps perdu, hein. L'osmose, qu'est-ce que c'est que l'osmose? Oui, le NH4, très dangereux. Ça se lie, ça empêche de faire du glutamate comme il faut et donc on tombe tout de suite dans le coma. C'est au niveau des astrocytes dans le cerveau. Donc le NH4 va passer la barrière hémato-encéphalique, rentrer dans les astrocytes. Les astrocytes, c'est eux qui entourent les synapses. Et s'il n'y a pas de glutamate pour les synapses, mamma mia, tout de suite, c'est fini. On n'en parle plus. Salut. C'est pour ça, moi je me dis, faut faire gaffe quand même, parce il y a pas mal de jeunes maintenant, et de moins jeunes, qui respirent de l'azote, parce que ça les fait rigoler. Ils font des ballons, comme ça, puis ils se défoncent en fait avec de l'azote. Alors, à voir, quoi, c'est... Alors, tu vois, ici, on regardait tous les mécanismes. Oui, mais t'es pas tombé dans le coma, mais ça marche bien. Il paraît, oui. Ah bah oui, je pourrais essayer de donner le cours comme ça, mais je pourrais pas, je suis pas sûr, mais je peux essayer. Alors, bon, ben voilà. En fait, donc l'osmose, en fait, c'est quand on a une solution, c'est en fait la propension que l'eau a à entourer chaque fois qu'elle voit des ions, chaque fois qu'elle voit des molécules qui sont un peu chargées, elle va essayer de les entourer. Donc si elle voit NH2, si elle voit O, c'est la maman, elle va essayer de les entourer. Ça s'appelle l'osmose. Et si elle peut passer, hein, bien entendu. Or, là, la membrane est semi-perméable, l'eau peut passer, et il y a l'osmolalité. L'osmolalité, c'est ce qui sert, par exemple, pour faire monter l'eau dans les plantes, hein. Quand tu passes, t'as le sol avec les acides argilo-humiques, t'as les racines. Et pourquoi est-ce que l'eau, elle monte dans les racines? Parce que et c'est plus hypertonique. Et dans la terre, c'est plus isotonique, hypotonique. Donc, elle va aller par là parce qu'elle veut entourer les ions. Eh bien, pareil. Pourquoi? Pourquoi on va récupérer euh, dans les reins? Pourquoi on va récupérer le sang qu'on a laissé partir comme ça, bêtement? C'est parce que on a l'osmolalité, on a cette force osmotique qui fait que l'on récupère, ouais, ici, là, tu pars parce que c'est la même osmolalité, simplement ça passe le filtre parce qu'il y a plus de concentration ici que là. Donc ça file par là, et là c'est réabsorbé grâce à l'osmose. Alors c'est bien, c'est très important, si on n'avait pas l'osmose, on serait bien embêté. Donc ici j'ai un autre diagramme qui nous montre, tu vois, l'osmose, tu vois, c'est la force. Tu vois, si ici tu as de l'eau salée, ici tu as de l'eau douce, ben l'eau elle va aller du côté de l'eau salée. C'est une membrane, tu vois. C'est une force très importante. Et en fait, il y a deux forces qui sont en jeu dans les tubes de Malpighi. Il y a une force qui s'appelle l'osmose. On va là où c'est plus salé. L'eau file là où c'est plus salé. Et la deuxième force, c'est que là, on va toujours avoir tendance à équilibrer
les molécules par exemple, là, il y en a plus, tu vois, là, il y a plus de telles molécules, les petits points rouges ici, là, il y en a moins. Ben, naturellement, avec le temps, ça va s'équilibrer. Donc, ces deux forces sont en jeu dans le processus de récupération qui se passe ici. Donc, je laisse tout filtrer et je réabsorbe tout ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a des gradients, c'est-à-dire on a un différentiel d'osmolalité, de concentration qui fait que ça va faire comme ça. Alors, là, on va faire doucement parce que je veux pas que tu t'enfouilles. Euh, donc, oui, la composition de l'urine est variable selon l'hydratation et l'alimentation de l'individu. Hein, moins l'individu est hydraté, plus les urines seront concentrées. Hein. Si tu bois beaucoup d'eau, ben, tu auras plus des urines à concentration plus faible. Plus l'alimentation est riche en protéines, plus l'urine est acide, car riche en urée. Hein, plus tu manges des protéines, plus tu vas éliminer de l'azote en fait. Si l'alimentation est végétarienne, tu as une urine plus alcaline. Donc l'urine permet de rejeter les substances étrangères à l'organisme, telles que les médicaments, ce qui reste, hein, et évite l'accumulation. Oui, si tu es végétarien, ton urine sera plus alcaline, elle sera moins acide. Et à cause de l'alimentation, oui. De ce que tu bois, de ce que tu alimentes. Et l'urine permet de rejeter les substances étrangères à l'organisme, telles que les médicaments, ce qui évite les accumulations toxiques pour l'organisme et donc l'individu. Donc ça veut dire que son pH, oui, ça veut dire que si tu... Ouais, c'est une très bonne remarque parce que ça nous ramène ici, tu vois. Si tu manges beaucoup trop de viande, tu vas aller, euh, tu vas descendre ici. Si tu manges que de la viande, tu vas plutôt descendre par ici, ton sang. Si tu manges beaucoup de légumes, tu vas aller plutôt par là. Mais c'est dans le cadre. L'acidité, ici, plus tu descends en pH, plus tu es acide. Plus tu montes en pH, plus tu es alcalin. Et donc l'optimum, c'est ici. Non, c'est juste une question. De toute façon, ça se joue ici, hein. Les reins, ils contrôlent tout, donc en fait, ça se joue. Hmm, ouais, je crois qu'il faut juste une bonne alimentation. C'est clair que il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Donc c'est pas un truc, il n'y a pas de raisonnement simpliste à ce sujet. Ça ne, ça ne le fera pas. C'est clair, quelqu'un qui mange trop de viande, il va avoir des problèmes d'artères, parce qu'il y a des tas de, il y a aussi le côté des graisses, parce que c'est pas les mêmes graisses. Il y a le côté du durcissement des artères, mais c'est beaucoup plus que ça. Simplement, c'était une remarque comme ça. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas dans la nutrition et dans les raisonnements qu'on peut tirer de ça, il n'y a pas de logique binaire, quoi. Ça, c'est vraiment des logiques qui ne mènent en général pas à grand-chose, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple logique. Tiens, ici, on a encore qu'est-ce qu'on réabsorbe en fait? Voilà. Donc la réabsorption est sélective. Donc on a ce qui passe par jour. Ah, il y a 900 litres de sang qui vont passer par les reins. Il y a 180 litres qui vont être filtrés. Et on va récupérer 178,5 litres. Et on va produire à peu près 1,5 litre de pisse. D'urine, pardon. Les protéines,
il y a 7 à 9 000 protéines qui vont passer, par exemple de l'albumine et tout ça. Il y a 10 à 20 protéines qui vont passer dans le filtre. Ils vont passer dans les tubes de Malpighi. Et de toute façon, tout ça va être récupéré là. 10 à 20 vont être réabsorbés. Pardon. Et donc, dans les urines, il y aura zéro protéine. Le glucose, il y a 900, est-ce que je sais pas si c'est en grammes, non, c'est probablement en molécules, ou non. C'est en grammes par 24 heures. Donc 900 grammes de sucre qui va passer par par les reins. 180 grammes vont passer par les glomérules Malpighi. Et on va récupérer 180 grammes, donc les urines ne sont pas sucrées. Euh, le chlore, ouais, 3 kilos de chlore, c'est énorme. Et il y en a 600 grammes qui passent. En fait, c'est parce qu'en fait, ton sang, il circulera 30 fois par les reins. Donc, en fait, t'as 30 fois moins. Donc, t'as 300 grammes, 200 à 300 grammes de chlore. Et sur ces 3150 grammes, t'as 630 qui vont passer dans le filtrat. On en récupère 625. Donc là, ici, déjà, le chlore, c'est une variable que l'on va contrôler. Sur le sodium, ben, 540 grammes vont circuler, 537 vont être pris, et on aura 3 qui vont être la variable d'ajustement. Tu vois? Parce que les reins, ils ont cette possibilité d'avoir des fine tuning, tu vois? Comme un petit bouton pour ajuster. Euh, le bicarbonate, tu vois, c'est très très peu aussi, hein. C'est parce que le bicarbonate, c'est ce qui va permettre de contrôler l'acidité du sang. Et on voit qu'ici, ben, il y en a 300 grammes qui vont passer. On récupère 209,7 et 0,3 grammes qui vont être la variable d'ajustement de l'acidité. Et on sait que l'acidité, ça tient qu'à petits, un très petit nombre de protons en liberté, en fait. Le potassium, là, c'est quand même 4 grammes, hein, on en perd beaucoup par rapport, tu vois, ces quantités-là, c'est pas mal. L'urée, alors, 265 vont passer par là, 53 va être filtré, et sur les 53, on va garder 28. Ah, donc en fait, nos reins gardent la pisse. Ils gardent l'urée. Ils conservent l'urée. Tu vois. Et ils vont en éliminer pas de tout. Donc en fait, il y en a 53 qui passent, je t'en rends 28, j'en laisse 25. Et donc la créatine aussi très importante comme créatinine, 7,5 qui passe dans le plasma, 1,5, 0, 1,5, la créatine est éliminée. Voilà un petit peu notre... Et maintenant, on va descendre, à peu près de respirer en bon coup. Peut-être même on pourrait faire une toute petite pause avant de passer au prochain diagramme parce que il est costaud et on va passer probablement une petite demi-heure dessus. Ça va? C'est d'accord? Ok? Alors, j'arrête